A todas y a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Conchi Monzón, yo soy diputada del Grupo Parlamentario de Podemos en el Parlamento de Canarias, un grupo parlamentario que está formado por 7 diputados y diputadas, de las cuales 5 somos mujeres, de lo que nos sentimos muy orgullosos, de que somos un grupo en el que la mujer tiene un carácter principal y primordial y que yo creo que eso se refleja también en el Parlamento. Y no en vano, esta última semana pasada, en el último pleno que tuvimos en el Parlamento de Canarias, una iniciativa legislativa que tiene que ver con la mujer, con la violencia de género, a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, fue aprobado por mayoría absoluta el admitirla a trámite, con lo cual para nosotros un orgullo de que con esta iniciativa legislativa mejoremos la protección, la prevención y sobre todo seamos capaces de evaluar esas políticas en esta materia. En estos días hemos puesto en relieve la primacía de muchas mujeres relevantes, mujeres que gracias a su posición y a sus cargos que han ocupado han hecho cosas muy importantes en la defensa de los derechos humanos, en los derechos de la mujer, en la igualdad, en la justicia y en la democracia, en la defensa de la democracia. Pero me gustaría también hoy poder hacer un reconocimiento a tantas y tantas mujeres que quizás no conocemos sus nombres, que no conocemos sus rostros, pero que en sus ámbitos locales, en sus familias, en sus pueblos, en sus localidades, trabajando a través de la organización civil en ONGs o en otro tipo de asociaciones y organizaciones, hacen muchísimo cada día por la defensa también de los derechos de las mujeres y por los derechos humanos y de justicia en este mundo. Yo creo que a todas ellas, y sobre todo a aquellas que están en situación de vulnerabilidad, mujeres que están en situación de pobreza, quizás la pobreza muchas veces tiene el mayor rostro de pobreza, tiene rostro de mujer y rostro de menores y de niños. También a esas mujeres que tienen que huir por conflictos territoriales, por las guerras. Hablábamos antes de las refugiadas, bueno, una ponencia de Bárbara Hendrick emocionante que nos ha a todos revuelto las entrañas de la situación que se vive en esos territorios. También aquellas mujeres que tienen que también salir de sus casas y dejar sus familias y su vida por situaciones económicas, todas ellas que luchan en situaciones muy, muy complicadas y muy difíciles, pero que nosotras, que somos sus representantes, y ellas en el día a día, entre todos y todas, tendremos que construir un mundo mucho mejor y estamos seguros que somos capaces de hacerlo. Gracias. Yo sin más voy a presentarles. Tengo el honor y el placer de compartir mesa con 4 grandes mujeres, mujeres luchadoras y comprometidas. Y el panel que vamos a hablar hoy es sobre los retos de la globalización en la actividad parlamentaria. Nos acompaña, voy a hacerle una breve presentación de las 4 mujeres que me acompañan en esta mesa. Tenemos a Sira Endayi, no sé si pronuncio mal, licenciada en Marketing y Comunicación y máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Es una de las parlamentarias más jóvenes de la Asamblea Nacional de Senegal. Fue elegida en 2012 diputada y es secretaria de la Comisión de Educación, Juventud, Deporte y Ocio de la Asamblea Nacional, designada también diputada del Litoral. También con su escaño parlamentario también ostenta otros cargos como el de consejera municipal y departamental, y su activismo político se ha concentrado en la defensa de su región natal, la responsabilidad política y la lucha contra la corrupción. Ella nos va a hablar de la defensa de los bienes públicos globales en un panorama internacional en que la globalización ha hecho que cambien las relaciones internacionales en las últimas décadas, una realidad que afecta especialmente a los bienes públicos globales como el medio ambiente, la paz y la justicia. Sin más, les dejo con ella. Muchas gracias. Je vous remercie. Madame la Présidente du Parlement des Canaries, Madame la Présidente de la Fondation Mujer for Africa, Madame la Présidente de la Transition de la République centrafricaine, Madame Barbara, chers collègues parlementaires, chers invités. Je voudrais d'abord remercier vivement les organisateurs de ce panel qui ont eu la lumineuse idée d'inviter l'Assemblée nationale du Sénégal, représentée ici par une forte délégation. C'est pour moi un plaisir de faire partie de cette délégation. Le Sénégal a depuis son indépendance une tradition d'ouverture sur le monde.
Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour rendre hommage aux pionniers de cette ouverture dont le précurseur est certainement son premier président de la République, Léopold Sédar Senghor. Notre pays se hisse aussi à la pointe de la démocratie. Notre Parlement est l'un des premiers à expérimenter la parité homme-femme. C'est l'une des explications de la composition de notre délégation, dirigée par Madame la première vice-présidente de notre institution, en l'occurrence, Madame Awa Gueye, ici présente. Le thème du panel auquel nous sommes conviés revêt d'une importance capitale. En effet, la défense des biens publics interpelle grandement les parlementaires que nous sommes. La notion de bien public. Permettez-moi d'abord d'esquisser brièvement la définition de la notion de bien public. Pour comprendre cette notion, il faut se référer à Paul Samuel, qui est le théoricien des biens publics. En 1954, il publie un article sur la défense publique et dans ce texte fondateur, il retient 2 critères pour appréhender le concept de bien public. Le premier est la non-rivalité. La non-rivalité signifie qu'un bien public ne peut appartenir à une personne en propre. Le deuxième est la non-exclusivité. Le dernier critère suppose qu'il est impossible d'exclure quiconque de la consommation des biens publics. En pensant à des exemples de biens publics me viennent à l'esprit. La terre. Elle relève au Sénégal du domaine national. Le domaine national public maritime aussi relève des biens publics toutes les infrastructures et les télécommunications, de même que les fonctions régaliennes de l'État comme la police, la sécurité, la justice ou la défense. À cette liste qui n'est pas exhaustive, on pourrait ajouter ce qu'on nomme bien public mondial, comme la biodiversité, l'Internet ou l'environnement. Le défi sera de préserver la biodiversité et l'environnement, et on peut se féliciter que la COP 21 soit arrivée à un accord qualifié d'historique et salué comme une avancée dans la lutte contre les changements climatiques et d'assurer l'Internet pour toutes. L'aliénation des biens publics. Si j'ai cité en premier lieu les terres du domaine national, le domaine national maritime, les infrastructures de communication, c'est qu'ils suscitent à bien des égards la convoitise de nos concitoyens. Et leur aliénation ou leur cession entraîne une vive controverse. Le gouvernement d'alors, devant la réprobation quasi générale des syndicats de la société civile, des simples citoyens, avait renoncé à céder une partie de ses actions à France Télécom. Au Sénégal, comme partout ailleurs, la cession des terres soulève beaucoup de passion. Comme on le voit donc, le risque est grand de voir une aliénation des biens publics. Une aliénation qui peut prendre des formes diverses, comme la sous-évaluation dans la cession d'une licence de téléphonie, la vente illégale de biens ou de sociétés d'État, la surexploitation de certaines ressources, le délit d'initié dans les transactions minières ou diverses. L'appropriation illégale des biens publics peut menacer la paix sociale. Pour ce qui est de la défense des biens publics, les parlementaires que nous sommes ont le devoir d'accompagner nos gouvernements dans la protection des biens publics. Il faut se féliciter que le président de la République du Sénégal ait fait de la protection des biens publics une priorité absolue en insistant sur la redevabilité de ceux qui exercent le pouvoir et qui, de par leur position, sont tentés d'aliéner des biens qui appartiennent à tous. Son Excellence le président de la République, M. Macky Sall,
arrivé au pouvoir le 25 mars 2012, a inscrit son action dans le cadre d'une gouvernance sobre et vertueuse et a mis en place des organes de protection des biens publics. Il a remis au goût du jour la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI, initiée en 1981 par son Excellence le Président Abdou Diouf, mais très vite des pressions de toute nature ont pris le dessus sur cette juridiction, alors que son principal objectif demeure la restitution des biens injustement acquis. Il a aussi créé un organe très important dans le domaine de la lutte pour la préservation des biens publics. Il s'agit de l'OFNAC, c'est-à-dire l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude, voté par nous parlementaires issus de la 12e législature, institué par la loi numéro 2013/30 du 28 décembre 2012. Cet organe qui dispose d'une unité d'audit et de contrôle interne et veille à la transparence de la gouvernance interne, elle dispose surtout d'une autonomie financière. Elle a pour compétence de faire des enquêtes et des investigations sur la base des plaintes des citoyens. Dans le même registre, nous citerons la loi numéro 2014/17 relative à la déclaration de patrimoine, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 20 mars 2014. Dans cette loi, l'on réaffirme la redevabilité de ceux qui exercent le pouvoir. L'exposé des motifs de la loi souligne avec force que l'exercice de hautes fonctions doit s'accompagner d'un devoir de responsabilité, de probité et d'intégrité qui exclut toute dynamique d'accaparement des ressources publiques. Sont soumis à la déclaration de patrimoine le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et tous les ministres, le président du Conseil économique, social et environnemental, le premier questeur de l'Assemblée nationale, les administrateurs de crédit, les ordonnateurs de recettes et de dépenses d'un montant égal ou supérieur à 1 milliard de francs CFA, soit un peu plus de 1 million d'euros. Ces exemples suffisent pour montrer la ferme volonté de nos pouvoirs à préserver les biens publics. Les parlementaires que nous sommes, dirais-je, ont le devoir d'accompagner les gouvernements, les organisations de la société civile, les citoyens qui travaillent dans le cadre de la préservation de nos biens publics. Aussi, notre Assemblée nationale a bien joué sa partition en discutant les projets de loi et en les votant, même à l'unanimité, majorité tout comme opposition confondue. Et je puisse affirmer ici avec la volonté de l'Assemblée nationale du Sénégal à accompagner toute initiative de l'exécutif qui tendrait à renforcer la préservation des biens publics, mais aussi à prendre des initiatives allant dans ce sens. Nous devrions pouvoir accompagner des institutions comme l'OFNAC par l'occasion de ressources suffisantes pour lui permettre de jouer pleinement sa mission. Initier des commissions d'enquête parlementaires à chaque fois qu'il y a risque d'accaparement des biens publics. Il faut aussi encadrer la cession des terres, des actifs de l'État, des richesses de notre sous-sol par des textes législatifs clairs dans le seul but de préserver le patrimoine national. Le Sénégal, sous la houlette de son Excellence le Président Macky Sall, est sur la bonne voie. Il est convaincu que toutes ces initiatives ne pourraient donner le résultat escompté sans une gouvernance appropriée. Il l'a réaffirmé le 9 avril dernier lors du Forum national de l'administration, je vous cite. Il s'agira d'assurer et d'améliorer le bien équitable pour toutes les couches de la population, telle est la vocation de l'État incarnée par l'administration. Ce n'est donc pas un hasard
que cette gouvernance appropriée soit l'autre pilier du plan Sénégal émergent. Chères sœurs parlementaires, battons-nous pour préserver nos biens publics au profit des populations que nous représentons dignement. Chers collègues, pour terminer, soyons femmes, restons femmes car la femme est positive. Pour preuve, nous incarnons la santé, la solidarité, la prospérité, l'espoir, bref, la vie. Et que même si la guerre est un terme féminin, la paix l'est encore plus parce qu'elle est l'aspiration de tous les peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Muchas gracias, Cira. Seguimos con este panel. Ahora vamos a afrontar otro tema en la que vamos a tener, habrán visto que en la ponencia hay una modificación y tenemos dos ponentes muy potentes para hablar contra la lucha contra el cambio climático. Voy a presentar a la primera de ellas, es Hasna Abu Said, espero haberlo pronunciado bien, diplomada en farmacia por la Universidad de Monastir en 1999. Hasna es miembro del Partido Unión Socialista de las Fuerzas Populares. Esta es su primera legislatura como parlamentaria de la Cámara de Representantes de Marruecos y desde 2014 hasta ahora ostenta la vicepresidencia del Comité de Finanzas Públicas de la Cámara de Representantes. Es también miembro del secretariado de la Red Parlamentaria para la Abolición de la Pena de Muerte y del Foro del Diálogo Democrático. Como les comentaba, va a hablar de la lucha contra el cambio climático, algo que nos preocupa muchísimo y que en el caso de las mujeres afecta principalmente al ser las primeras productoras y proveedoras de alimentos en las familias, y una de las cosas más importantes que nos preocupa es también la seguridad alimentaria a este respecto. Hanna, cuando quieras, muchas gracias. Merci. On se déplace. Bon, comme vous voulez. Ça vient pas? Oui. Alors, merci beaucoup. Merci, honorable audience. Monsieur Luis Padran, directeur de Casa Africa, Madame la Présidente du Parlement des Canaries, Madame María-Thérèse Fernández de la Vega, Présidente de la Fondation Mujeres por Africa, Madame Catherine Samba Panza, Madame Barbara Andrich, honorable délégation, je suis très contente de pouvoir contribuer aujourd'hui en essayant de faire un échange en matière d'une problématique qui occupe aujourd'hui l'opinion publique à l'échelle universelle. Alors, vous remercier, ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas seulement l'expression de la courtoisie, ce n'est pas aussi l'expression seulement du grand respect que vous inspirez, mais c'est la reconnaissance. Dans la littérature, on définit la reconnaissance comme la mémoire du cœur. Alors, et dans cet être qui est la femme, n'en a jamais bénéficié assez comme il le méritait. C'est pourquoi, mesdames, je tiens à vous présenter mon estime et toute la reconnaissance pour vous, vos expériences, votre engagement, votre militantisme et la noblesse de votre et notre cause qui est la question de la femme qui est au centre de la question de la démocratie. Alors, en mon nom et au nom de la délégation marocaine, je tiens à vous représenter tous mes remerciements. Alors, et droit au but, comme on s'est engagé depuis hier. Alors, pourquoi nous sommes préoccupés par la question de la femme au centre des changements climatiques? Pourquoi devrons-nous militer pour influer avec force et avoir la voix haute et solennelle et pour conquérir sa part d'influence et de décision au centre de l'approche internationale qui est en train de se construire en matière de changement climatique et qui a marqué un tournant majeur à l'occasion de la COP 21 qui a réuni, comme vous le savez, 195 États autour d'un accord international juridiquement contraignant qui engage les États à œuvrer pour maintenir le seuil d'augmentation de la température
au-dessus de Celsius. L'accord se fixe même, c'est une première, et pour la première fois, voilà, de tendre vers 1,5 Celsius afin de permettre la sauvegarde des États insulaires les plus menacés par la montée des eaux. Troisièmement, on peut se poser cette question et construire ensemble des propositions de réponse. Comment et par quels moyens nous allons agir, et ça c'est très important, pour orienter les interprétations et les programmes d'action de cet accord historique de Paris, celui de la COP21, en s'investissant à fond pour influer positivement lors de la COP22 que Marrakech, perle historique du Maroc, abritera fin 2016. Notre objectif, c'est ce que je propose, doit être le suivant. On doit procéder à gendardiser, féminiser ou correctement dit humaniser ce consensus universel autour de la question des changements climatiques et des risques imminents qui menacent l'humanité et d'une manière plus importante les femmes et les enfants. Nous sommes préoccupés par la question des changements climatiques tout simplement parce que l'histoire l'a toujours et fidèlement confirmé. Le coût des émeutes et des catastrophes est doublement et gravement comptabilisé sur la facture payée par les femmes et toutes les catégories sociales en situation de précarité. Nous savons toutes et tous que les femmes sont les premières victimes des dérèglements climatiques et des catastrophes. Elles sont, faites attention, elles sont 14 fois plus victimes des accidents climatiques que les hommes. Elles représentent 70% des pauvres. La situation de la femme se détériore plus suite à l'augmentation de la charge domestique due à la désertification qui influe bien sûr sur plusieurs aspects de la vie de la femme. Ça induit l'abandon scolaire pour les petites filles, le mariage précoce comme moyen de compenser la pauvreté et bien sûr le travail des mineurs. Sans oublier l'impact de la diminution de la biodiversité qui favorise la malnutrition toujours accrue chez la femme et l'enfant. Nous savons aussi toutes et tous que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO le dit clairement, il faudra accroître de 70%, je dis bien 70%, la production alimentaire dans les 35 prochaines années, afin de nourrir les 9 milliards d'humains que comptera la planète en 2050, contre 7 milliards aujourd'hui. Or, le réchauffement climatique fait peser de fortes incertitudes sur l'avenir de l'agriculture et par de même sur les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables. C'est préoccupant quand même. On sait toutes et tous qu'en Afrique, par exemple, subsaharienne et en Asie du Sud-Est, l'agriculture est les moyens de subsistance de 80% de la population où les femmes sont encore touchées par les retombées négatives. Comment ne pas se préoccuper, s'effrayer même? Et un très grand nombre des États continuent à adopter des modèles de développement qui aggravent les phénomènes environnementaux extrêmes. Ils causent tout simplement la hausse des températures, baisse du niveau pluviométrique, désertification, baisse des récoltes, sécheresse, salinisation de l'eau, pollution de l'air, sol et sous-sol, inondations et montée du niveau des mers et les conséquences bien sûr sur les populations. Ce ne sont pas des surprises tout simplement. L'appauvrissement et la féminisation de l'appauvrissement. Les mouvements migratoires au féminin, création des situations de conflit, comme l'ont bien cité, sans oublier l'impact sur la santé et la situation de la femme. Bon, pour finir, pourquoi notre voix est essentielle à faire entendre maintenant? Sachant que l'accord de Paris ne peut être modifié qu'après 5 ans. C'est surtout pour tenter de gendardiser, comme je viens de le dire, les réorientations qui devront faire, et c'est important, comment agir aujourd'hui sur les réorientations que devront faire les grandes puissances économiques à l'échelle mondiale comme réponse à l'engagement
de 2 Celsius et 1,5 pour les régions à grand risque, dans le but de saisir cette opportunité qu'il faut considérer d'historique dans tout ce qui concerne la restructuration industrielle proclamée implicitement, en attendant bien sûr la signature des pays par les futurs signataires bien sûr des traités pour féminiser ces changements prévus et orienter ces effets vers la protection des femmes dans l'informel, dans des conditions de précarité et de sous-emploi, dans la situation de fracture salariale, conditions de pénibilité menaçant la santé et la vie. Personne ne peut nier que les avancées remarquables. En effet, l'accord déclare le devoir des États à respecter, promouvoir et prendre en compte les droits de l'homme, mais le texte n'oblige pas les États. Notre vive inquiétude est attisée par les répercussions que signifie la repousse par les États d'une transition pourtant urgente et nécessaire. Comment et par quels moyens les femmes peuvent se protéger contre les conséquences des changements climatiques? Bon, la bonne compréhension des enjeux et la mobilisation générale pour réorienter les plans d'action en matière de lutte contre les changements climatiques, comme interprétation du principe fondamental de l'égalité femmes-hommes érigé par le préambule de l'accord de Paris, il faut renforcer les capacités des femmes à décider, à contribuer à changer leur vie en renforçant leur compréhension et en leur permettant une plus grande maîtrise de leurs conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques. Œuvrons toutes et tous pour une économie, pour que une économie amie de l'environnement soit équivoque à une économie amie de l'égalité. Une économie qui peut être amie de l'environnement, c'est une économie égalitaire entre hommes et femmes. Parce que les femmes, tout simplement, sont capables de mobiliser leur savoir-faire traditionnel, ça on le sait, on le vit, pour la recherche des sources nouvelles ou alternatives d'eau. Et dans l'agriculture, ça on le vit. Moi, je suis originaire des régions du sud marocain et on le vit dans des situations badouines où les femmes peuvent à tout moment pallier au manque. C'est une chose que nous partageons avec une bonne partie des femmes africaines. Leur contribution se fait au niveau local, mais elle est peu connue, peu valorisée. Faible place des femmes dans la prise de décision locale altère aussi les grands choix économiques et industriels. Dans les processus de gouvernance de lutte contre les dérèglements climatiques, la question de l'amélioration de la participation des femmes, ça on le sait, ça a pris un rythme qui est trop lent. Depuis la COP 7 2001 à Marrakech et l'équilibre genre en 2012 à Doha, l'égalité a avancé à un rythme très long. L'accès inégal des femmes au financement consacré à la lutte contre les dérèglements climatiques, ça on le sait, c'est une vérité. En Afrique, par exemple, subsaharienne, 70% des crédits sont attribués à des projets haute technologie qui sont pour l'essentiel gérés par des hommes, alors que 30% seulement est attribué à des petits projets communautaires ruraux pilotés par des femmes. Alors, il faut inciter, chacun à sa façon, nos États à signer l'accord de Paris et à définir des politiques environnementales égalitaires. Je termine par l'expérience marocaine en matière de politique environnementale. Dans mon pays, le Maroc, le changement climatique est un sujet d'actualité aujourd'hui, à la veille de l'organisation par le Maroc de la COP22. C'est un droit qui est affirmé par la Constitution marocaine de 2011. Elle est réaffirmée en citant expressément la dimension environnementale dans l'article 19, révolution de la Constitution marocaine, celui qui est relatif à l'égalité femmes-hommes dans toutes les générations de droits économiques, sociaux et environnementaux, et qui a
On en a des institutions. Le Conseil économique, social et environnemental a publié un rapport très éloquent par rapport à la situation de l'égalité en femmes. Le Conseil national des droits de l'homme aussi. Le roi du Maroc a prononcé un discours à la nation le 30 juillet 2009 sur les défis majeurs et pressants en matière de développement, la nécessité de préserver l'environnement et a appelé à l'élaboration de la Charte nationale globale de l'environnement. Une loi cadre a vu le jour, une loi cadre pour l'environnement a vu le jour en 2013. Une stratégie nationale de développement durable, économique, environnemental et sociaux. Une charte nationale aussi qui a été le résultat d'une large concertation, et nous avons aussi ici avec nous cher camarade Scarli qui a présidé le forum régional de Casa par rapport à cette question. Le débat aujourd'hui au Maroc que nous tentons, si vous voulez, d'impacter en tant que membres de groupes thématiques pour l'égalité et la parité au Parlement marocain, c'est de pouvoir intégrer la question du genre dans les politiques marocaines pour la préservation et pour la politique marocaine pour l'environnement. Et je termine, j'aimerais bien que dans notre résolution que nous envisagerons de faire, si c'était le cas, d'en faire sortir que une économie amie de l'environnement ne peut être qu'une économie pour l'égalité en femmes. Et merci à vous. Merci beaucoup. Muchas gracias, Ana. Vamos a seguir hablando de este tema y ahora va a participar Aminata Niang. Ella tiene máster en Derecho Público, también máster en Lengua y Literatura Inglesa y máster en Derecho Internacional y Comparado de Medio Ambiente. Es ambientalista, profesora de inglés y francés, diputada de la Asamblea Nacional Mauritana desde 2013 y es vicepresidenta de la Red Caucus de Mujeres del Parlamento Panafricano desde 2015 y perteneciendo también a la Comisión de Economía Rural, Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Forma parte del partido Tawasoul, espero haberlo pronunciado bien, y además tiene una gran experiencia en investigación sobre el clima, el marco jurídico medioambiental y sobre su implementación en Mauritania. Cuando quiera. Merci Madame la modératrice. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Madame Carolina Dariat San-Sébastien, présidente de l'Assemblée nationale des Canaries. Madame Teresa Fernandez de la Vega, présidente de la Fondation Mujeres for Africa. Monsieur Louis Padron Lopez, directeur de Casa Africa. Madame Catherine Samba Penza, présidente de la transition de la République centrafricaine. Madame Barbara Henrique. Honorables parlementaires, chers invités, permettez-moi d'abord à l'entame de mes propos de remercier les organisateurs de cette rencontre qui nous a permis d'échanger les informations et les expériences par rapport à des questions cruciales qui touchent la femme dans le monde. Ma contribution dans ce panel sera axée sur le rôle des parlementaires panafricains dans la lutte contre les changements climatiques et les actions qu'ils ont eu à mener dans le combat pour les changements climatiques et aussi dans les négociations de la COP21. Comme vous le savez toutes et tous, les changements climatiques et leur impact négatif constituent une menace très grave pour le monde entier. Mais il faut souligner cependant que l'Afrique est le continent le plus exposé et le plus vulnérable aux effets néfastes de ces changements climatiques, compte tenu de l'accélération de la croissance démographique d'une part et l'augmentation de la pauvreté d'autre part. Pourtant,
notre continent n'est responsable que d'une infime partie de l'émission des gaz à effet de serre. L'Afrique produit 4% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'elle représente 22,6% de la superficie mondiale et 16% de la population mondiale. Ailleurs dans le monde, la Chine à elle seule produit 27% des émissions de gaz à effet de serre, suivi des États-Unis 14%, de l'Europe occidentale 10%, de l'Inde 6,5%, de la Russie 5% et du Japon 3,6%, soit au total 65% des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est donc ni juste ni équitable que l'Afrique, qui pollue le moins, soit le continent qui souffre le plus de la pollution atmosphérique. Alors, que faut-il faire pour rectifier cette situation dramatique? Cette question interpelle tout le monde. Elle interpelle les décideurs politiques, elle interpelle la société civile et les parlementaires que nous sommes. Je m'en vais maintenant vous parler du rôle qu'a eu à jouer les parlementaires panafricains dans la prise en charge des questions environnementales en général. En tant que législateurs, les parlementaires ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion d'un développement durable et d'une gouvernance environnementale. En effet, ils sont chargés de l'examen, de l'approbation et du suivi de l'application des législations et des politiques gouvernementales. Ce faisant, ils peuvent contribuer à améliorer la gouvernance environnementale en intégrant les questions relatives à l'environnement dans les politiques, les plans et les budgets. Les parlementaires peuvent également appuyer la mise en œuvre des politiques et programmes environnementaux par le suivi et le contrôle de l'action gouvernementale. Dans ce cadre, ils peuvent demander au département ministériel de soumettre des rapports sur la mise en œuvre de ces programmes. Ils peuvent également effectuer un examen des dépenses pour déterminer l'utilisation des fonds concernant l'environnement, comme ils peuvent aussi demander l'accès à l'information pour leur permettre de faire les suivis des progrès réalisés dans ce cadre. D'un autre côté, en tant que représentants des populations, les parlementaires ont un rôle prépondérant à jouer dans l'information et la sensibilisation des populations par rapport à la relation étroite qu'il y a entre la protection de l'environnement et la réduction de la pauvreté. Ils peuvent veiller à la mise en place de programmes de développement destinés à résoudre les problèmes de désertification et d'insécurité alimentaire qui constituent en fait une menace dans beaucoup de nos pays en Afrique. Au niveau international, les parlementaires peuvent contribuer à réformer les politiques en encourageant les investissements en faveur de l'environnement au profit des pays en voie de développement pour permettre de réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable. Les parlementaires africains, ayant compris cette lourde responsabilité, ont décidé de prendre en charge toutes ces questions qui concernent la protection de l'environnement et le développement durable. Ils ont décidé de prendre les taureaux par les cornes afin de favoriser une prise en compte plus sérieuse des questions environnementales dans les programmes nationaux. Quelles sont les actions qui ont été menées par les parlementaires panafricains dans ce cadre? Comme on l'a si bien mentionné, le continent africain fait face à deux défis majeurs. Le premier défi, c'est la croissance démographique, comme j'ai eu à l'annoncer tout à l'heure, mais aussi le deuxième défi, c'est les changements climatiques. Or, la communauté internationale est d'accord aujourd'hui que la réalisation des objectifs de développement durable passe nécessairement par la prise en compte des questions environnementales et climatiques. D'où l'enjeu crucial pour l'Afrique des négociations de la COP 21 sur le climat. Et lors de cette COP 21, contrairement à ce qui s'est passé à Copenhague, l'Afrique et les États africains se sont tous mobilisés et ont tous parlé de la même voix pour que l'accord qui va découler de cette COP 21 puisse sauver l'Afrique et sortir ce continent du gouffre.
Pour réussir cette mission, il était donc impératif que tous les acteurs soient impliqués. Les parlementaires africains, vu l'importance de l'enjeu, se sont tous mobilisés pour contribuer de manière efficace et effective donc à l'atteinte de cet objectif noble. Ainsi, beaucoup de rencontres ont été organisées au niveau du continent et au niveau international pour discuter de ces questions environnementales en général, mais aussi de la question cruciale des changements climatiques. Ces activités ont abouti à l'élaboration de déclarations très importantes qui définissaient la position des parlementaires par rapport à la question des changements climatiques, mais aussi par rapport à tous les autres problèmes environnementaux qui touchent le continent en général. Et à titre illustratif, je vais citer quelques exemples de rencontres et de déclarations qui ont été faites par les parlementaires panafricains. La première déclaration, c'est la déclaration d'Entebbe sur les AME. Les AME, ce sont les accords mondiaux sur l'environnement. Alors, à l'issue, cet accord, donc, cette déclaration a été faite à l'issue du colloque organisé en juin 2012 à Entebbe, en Ouganda, et qui était destiné à sensibiliser les parlementaires africains sur l'importance que revêt l'intégration de ces AME dans les plans et politiques de développement, ainsi qu'à leur rôle dans l'élaboration de ces AME. Au terme de ce colloque, les parlementaires ont fait une déclaration dans laquelle ils se sont engagés, entre autres, à faciliter l'intégration des AME dans la gouvernance nationale, les plans, les processus, les stratégies de développement. La deuxième déclaration, c'est la déclaration de Libreville, donc, qui était une déclaration sur une position commune entre les parlementaires et la société civile par rapport à la COP 21. Et cette déclaration a été faite le 22 juillet 2015 lors d'un forum régional qui a été organisé à Libreville sur une position commune parlementaire et société civile par rapport à la question des changements climatiques lors de la COP 21. La troisième déclaration, c'est la déclaration des présidents des parlements africains pour la COP 21 qui a été donc faite lors de la conférence des présidents des assemblées et des sénats d'Afrique organisée à Midrand en 2015. Et aussi, nous avons une quatrième déclaration, c'est la déclaration d'Ankara. Cette déclaration, elle a été donc faite par les parlementaires du monde lors de la table ronde qui a été organisée à Ankara et donc qui concernait donc la convention de lutte contre la désertification et la préparation pour la COP 21. Ces déclarations, toutes ces déclarations constituent une illustration donc claire de la détermination de nos parlementaires à s'engager dans la dynamique africaine de combat contre les changements climatiques et leurs effets néfastes sur le continent et le monde entier. Je m'en vais maintenant vous citer un exemple des efforts qui ont été fournis par le Parlement panafricain dont je fais partie dans le cadre de ce combat contre les changements climatiques. Les changements climatiques ont été toujours au centre du débat au sein du Parlement panafricain. Le Parlement panafricain, je le rappelle, est un organe de l'Union africaine. C'est l'organe qui joue le rôle de législateur au niveau de l'Union africaine. Alors, le souhait de ce Parlement panafricain était que l'accord qui va découler donc, des négociations de Paris soit un accord juste, équitable, afin de sortir l'Afrique de la pauvreté. C'est dans cette perspective que le Parlement panafricain a décidé de prendre le leadership pour sensibiliser les parlementaires africains sur l'enjeu de la COP 21. Ainsi, en août 2015, le Parlement panafricain invite tous les présidents des assemblées et des sénats d'Afrique pour donc discuter, entre autres, de la question cruciale des changements climatiques et avoir une vision commune qui permettra aux parlementaires africains de participer de manière effective et efficace aux négociations de la COP 21. Au cours de cette réunion, les parlementaires ont mis l'accent sur la nécessité de s'unir et de parler d'une même voix afin de défendre les intérêts du continent africain. Ils ont appelé à une action rapide et efficace qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en respectant les principes de responsabilité commune mais différenciés. Enfin,
ils ont fait une déclaration dans laquelle ils se sont engagés, entre autres, à aider leurs gouvernements respectifs à mettre en œuvre les accords présents et futurs sur les changements climatiques. En octobre 2015, le Parlement panafricain a fait une recommandation pour l'approbation du projet d'énergie pour tous en Afrique. Et le Parlement panafricain a également demandé à son président de faire toute une campagne de plaidoyer auprès des autorités nationales et internationales en vue d'obtenir un accord concret, immédiat et opérationnel pouvant permettre à l'Agence africaine de l'électrification du continent de disposer dès 2016 de subventions indispensables au titre de l'atténuation et de l'adaptation. Alors, le Parlement panafricain a également soutenu la proposition du groupe des négociateurs africains lors de la COP21 et cette initiative donc visant à la mise sur pied d'un cadre de référence sur l'équité et qui permettra d'aborder et d'opérationnaliser les problèmes d'équité dans l'accord du COP21. Enfin, lors du sommet de la COP21, le Parlement panafricain a composé une importante délégation pour participer aux négociations. D'ailleurs, je faisais partie de cette délégation du Parlement panafricain et donc a désigné certains membres de sa commission agriculture, environnement et économie rurale, donc pour participer effectivement aux négociations de la COP21. Voilà en fait une illustration à titre, j'allais dire, illustratif, quelques exemples d'actions menées par les parlementaires panafricains dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. C'est dire qu'en tant que parlementaires, nous avons un rôle crucial à jouer dans ces genres de négociations et nous devons continuer d'ailleurs le combat pour l'avenir pour que tout accord qui découlera des négociations internationales soit marqué par l'empreinte des parlementaires. Je vous remercie. Muchas gracias. Seguimos con la última ponente, el último tema que dentro de la globalización vamos a hablar. En este caso presento a Dora Oriana Gómez Pires. Ella es licenciada en Lengua y Cultura Portuguesa por la Universidad de Lisboa en 2000, diplomada en Ciencias Sociales por la Universidad de Oriente y máster en Estudios Africanos por la Universidad de Oporto en 2008 y doctora en Ciencias Lingüísticas por la Universidad de La Habana en 2012. Dora Pires es docente y formadora, se estrena como diputada en la Asamblea Nacional de Cabo Verde por el Partido de Unión Caboverdiana Independiente y Democrática y lleva, bueno, desde el pasado 20 de abril es diputada. Toda su vida profesional se ha dedicado, como habíamos dicho, a la docencia en educación primaria, como educación secundaria y superior. Tiene amplia experiencia y ha participado en numerosos y diversos seminarios nacionales e internacionales sobre enseñanza y lengua portuguesa. Ella nos va a hablar de los objetivos del desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, que ha cambiado ahora el nombre desde el año pasado, donde sobre todo estos objetivos también engloban materia de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, específicamente tiene un objetivo dedicado a la igualdad de género, un hecho que nosotros consideramos que no solo es un derecho fundamental, sino que es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Cuando usted quiera. Buenos días, Excelencia Señora Presidente del Parlamento de Canarias, Excelencia Señora María Teresa Fernández, Presidente de la Fundación de Mujeres por África, Excelentísimo Señor Director de la Casa África, Excelentísima Señora, Ex-Presidente de Estado de la República Centroafricana, Excelentísima Señora Embajadora de Buena Voluntad de Alto Comissariado, Madame Bárbara Hendricks, excelentísima y caras minhas mujeres parlamentares, hermanas africanas y canarinas. Yo agradezco por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes la experiencia de cada una. Yo voy a leer el tema para los traductores a acompañar. A desigualdade entre as mulheres e homens em Cabo Verde hoje já não é tão acentuada como outrora,
tendo em conta que as mulheres atualmente participam em quase todos os níveis e estão praticamente presentes em tudo. Há mulheres... Perdona. Agora sim. Há mulheres vendedeiras de peixe, de verduras, empregadas domésticas que lutam diariamente pelo sustento da sua família, mulheres professoras do ensino básico, secundário e superior, da qual a maior percentagem no ensino básico é de mulher. Mas ainda nós temos mulheres na função pública, como dirigentes, cantoras, compositoras, poetisas, escritoras, atrizes, líderes religiosas, pertencentes à Igreja do Nazareno, na política, direção do partido, deputadas, mas também uma nova classe de mulheres militares, eletricistas, canalizadoras, mecânicas, polícia, também no serviço militar, como piloto de avião, enfim, quase todas as profissões, as mulheres estão exercendo cargos de direções elevadas. Nesta área, em relação à política, o partido anterior, que esteve durante 15 anos, 3 mandatos, portanto o PICV, tinha no governo, antes das eleições, 11 mulheres, 8 ministras e 3 secretárias de Estado. Um governo com paridade entre os géneros e que atualmente tem uma mulher como presidente. O atual governo MPD, apenas com 4 ministras, mas tendo uma vice-presidente, assim como também a UCIT, que neste caso sou eu, a terceira força política do país. Os outros partidos, dirigidos apenas por homens, aparecem apenas na altura das eleições. Em Cabo Verde, as denúncias das desigualdades e da violência do género são denunciadas pelas próprias mulheres, demonstrando assim a luta pela liberdade e igualdade de género. Sendo em que Cabo Verde a violência contra o género é um crime público e qualquer pessoa pode fazer a denúncia. E fazem sempre usando o número, ou seja, denúncias anónimas, demonstrando o empenho de toda a sociedade em relação a esta problemática. Existem várias organizações em Cabo Verde que trabalham com as mulheres, que são as ONGs, que criam condições para assegurar a igualdade entre homens e mulheres, promovendo o empoderamento das mulheres, organizações com capacidades de promover mudanças, transformações na estrutura social, influenciar novas práticas e propor novos modelos de relação social e de igualdade de género. As desigualdades, falta de direitos, discriminação e subordinação entre mulheres e homens começam a ser denunciadas pelas próprias mulheres desde o século XIX. E estas denúncias permitiram que as mulheres lentamente fossem adquiridos direitos e construindo uma agenda de igualdade. Dá-se especial atenção aos direitos das mulheres, pois são importantes no desenvolvimento do país, além de que a maior parte das famílias são dirigidas pela mulher. Esta é que trabalha, sustenta e cria seus filhos sem apoio do pai. Queremos que as relações de géneros constroem-se com homens e mulheres dentro da sociedade onde estão inseridas. E sabemos que isso varia nas diferentes culturas, embora o papel do homem geralmente é mais valorizado e recompensado do que o da mulher. Atualmente fala-se muito da necessidade de empoderamento das mulheres com medidas para aumentar a equidade social, económica, política e ampliar o acesso a direitos humanos fundamentais. A plataforma da Conferência de Beijing defende que promover o empoderamento das mulheres e a equidade de género são facetas dos direitos humanos e condição para a justiça social. O conceito de empoderamento está associado à luta das organizações feministas como forma de continuar a luta pela emancipação das mulheres e romper com o historial da discriminação e invisibilidade do papel das mulheres na sociedade. Possui significados diferentes, tendo em conta o contexto que é usado. Portanto, compreender o conceito de empoderamento é fundamental para a nossa análise. Recuperar o conceito de Taylor e Conradi
o empoderamento das mulheres como um processo através do qual as mulheres são habilitadas ou são-lhes dadas poder e espaço para atender às suas necessidades e desenvolver-se de modo melhor a se adaptarem às circunstâncias culturais e ambientais. Esta é a definição que aceito. Portanto, preparar, educar, formar, capacitar a mulher para que ela possa conquistar o seu lugar, ser igual ao homem, a fim de ser valorizada pelos outros sem ser obrigada a tal. Em Cabo Verde nós temos as ONGs cabo-verdianas, a saber, o MCV, criada na década de 80, Morabi na década de 90, a ACCVC, portanto, Associação para a Cooperação Cabo Verde-Espanha, na década de 2000. Bem como a CIGEF, o Centro de Investigação em Género, Equidade e Família da Universidade de Cabo Verde, que vem também trabalhando nesta área. No que se refere às estatísticas sobre a igualdade de género, a situação do país tem evoluído para uma maior equidade. Cabo Verde tem melhorado a sua posição sobre as questões de género, segundo os dados do Global Gender Gap Report, do Fórum Económico Mundial. Porém, nos setores de participação política e económica, os dados revelam certo desequilíbrio em desfavor das mulheres. Pouca participação das mulheres nos cargos de decisão, na gestão pública, nos partidos políticos e nas demais esferas do poder, assim como nos empregos e cargos com melhor remuneração. O setor da educação tem apresentado resultados satisfatórios. Entretanto, a diferença entre homens e mulheres alfabetizados é de aproximadamente 8%, ou seja, 87% de homens para 78,5% de mulheres. Aproximadamente 90% da população em idade escolar obrigatória encontra-se a frequentar o estabelecimento de ensino. A proporção de estudantes que aprovam no ensino básico integrado situa-se entre 90%, enquanto que os de ensino secundário ronda 65%. Continua a verificar, tanto no ensino básico como no secundário, uma percentagem superior de rapazes a reprovarem do que as mulheres. Uma análise da proporção de docentes tomada em consideração a variável de género nos mostra que no EBI a maior parte de docentes é mulher. Entretanto, no ensino secundário, a situação inverte-se. A maioria dos professores são homens. Na saúde, os dados relativos apontam para uma melhoria significativa no que tange a mortalidade infantil, mortalidade global, esperança de vida, atendimento pré e pós-parto, taxa de mortalidade geral tem diminuído, enquanto que a esperança de vida continua a aumentar. Porém, morre-se mais entre os homens do que as mulheres. As mulheres vivem aproximadamente 7 anos mais do que os homens. O Instituto Nacional de Estatística, em 2005, realizou o primeiro grande inquérito para mapear a questão da violência contra a mulher e nos apresenta que 21,5% das mulheres sofrem algum tipo de violação. Porém, as mulheres não são exclusivamente as vítimas da violência. Todavia, em proporção muito menor, também os dados mostram 2% de mulheres exercem a violência sobre os homens. Na maioria dos casos da violência sobre as mulheres, os autores são os antigos maridos, companheiros, 22,2%, e atuais companheiros ou maridos, 18,8%. Na economia, os indicadores são mais baixos em relação aos dos homens. Em relação ao emprego, coincidência da pobreza e do desemprego. Entre a população económica ativa, os dados do Censo 2010 indicam uma diminuição económica em relação à taxa de mulheres ativas. Em relação ao desemprego, o último censo constatou uma diminuição significativa da proporção da taxa de desemprego, quer em homens, quer entre mulheres. Aproximadamente metade da população do país vive em situação de pobreza, uma proporção que ronda 50%, em que 51,9% são mulheres e 48,1% são homens. Em relação à agricultura,
constatamos que a agricultura de regadio emprega maior proporção de homens que mulheres. Isto é, 71% dos homens são proprietários de terrenos de regadio contra 29% das mulheres. E quando são exploradas, em relação às explorações agrícolas de sequeiro, esta diferença tende a desaparecer, ou seja, 52% homens proprietários, 48% mulheres. Estes dados são importantes, tendo em conta que a agricultura de regadio é o mais próspero e concentra-se sobretudo nas mãos dos homens, 71%, e as mulheres, 48%. Na política, o poder político, enquanto área de esfera política em Cabo Verde, é dominada pelos homens. Na esfera executiva, nos últimos 10 anos, em todas as remodelações governamentais, foram respeitadas a paridade entre homens e mulheres, sendo a taxa de paridade 40-60 de representação de ambos os sexos. Mas a representação nesta esfera do poder é a escolha do primeiro-ministro. Todavia, em relação às eleições legislativas, as eleições representativas, o poder autárquico e legislativo, a situação é totalmente diferente. No poder autárquico, as taxas de representação têm aumentado nos 10 anos. Porém, continua as desigualdades em mais de 70% de representação feminina no poder legislativo nos últimos 10 anos. Não tem chegado a 1/4 da população eleita no Parlamento. Em relação às histórias do movimento feminista em Cabo Verde, estas surgem ligadas à própria história, com a luta da libertação nos anos 70, com a participação das mulheres na luta armada, e que em 1974 um grupo de mulheres que participaram na preparação da independência, a 5 de julho de 75, cria a Organização das Mulheres Cabo-Verdianas. E após a independência também há um grande movimento, tendo em conta o multipartidarismo. Primeiramente, na década de 80, a OMCV, enquanto organização de massa, portanto, das mulheres ligada ao partido no poder. Mais tarde, o Instituto de Condição Feminina, que passa a ser o ICIEC, Instituto Governamental para a Defesa dos Direitos das Mulheres e, posteriormente, do Género. Também a partir da década de 90 surgem novas organizações feministas, oriundas da sociedade civil, e não só de várias áreas de atuação, desde saúde, economia, política, demonstrando autónomas em relação ao poder político na defesa dos direitos das mulheres e dando visibilidade às mesmas. O movimento feminista cabo-verdiano tem como um dos seus marcos, ou se quisermos, o marco fundador, a luta da independência, durante as décadas de 90, em pleno período da luta de libertação. Em 75, o grupo constitui um núcleo com a finalidade de proceder à criação de uma organização de mulheres, como resultado da criação da CNOMCV e depois a OMCV. Outro marco importante do movimento feminista em Cabo Verde é a implementação do multipartidarismo, que combate as desigualdades existentes entre as relações homens e mulheres. Neste contexto, a criação em 1991 da Morabi, que inicia a sua luta pelo reconhecimento das desigualdades entre mulheres e homens, principalmente no campo do mercado do trabalho e acesso ao microcrédito. Uma outra etapa importante decorre na criação do Instituto de Condição Feminina, aqui já mencionada, com o objetivo de zelar para a criação da condição, mecanismos institucionais que assegurem os direitos das mulheres. Transformada em ICIEC, apresenta uma abordagem mais alargada da problemática entre homens e mulheres, procurando a promoção da igualdade e equidade entre os sexos em todas as esferas da atividade do país, introduzindo uma abordagem de género na elaboração das políticas públicas. Entretanto, várias organizações da sociedade civil surgem entre as décadas de 1990 a 2000, buscando promover a igualdade entre homens e mulheres através de oportunidades
iguais de acesso a bens e serviços, saúde, emprego, escolarização, etc. Impulsionar a igualdade nas instâncias do poder, contribuindo para a eliminação de discriminação e violência contra as mulheres, em particular, e fomentar uma cultura de igualdade nas várias esferas da vida. As políticas governamentais em Cabo Verde vêm introduzindo uma abordagem de género, procurando corrigir o desequilíbrio social baseado em estereotipos sexistas, buscando promover a justiça social. Porém, um longo caminho falta ainda percorrer para se chegar a um equilíbrio de género em todas as esferas da vida. O ativismo de género em Cabo Verde tem resultado em ganhos importantes nos níveis de cultura, da educação, legislativo, político e outros, para um maior equilíbrio e justiça social. Exemplos desses ganhos são a mudança da legislação, os planos nacionais de igualdade e equidade de género, os planos nacionais de combate à violência baseada no género, que podem incluir e que estão trazendo mudanças na situação de género em Cabo Verde, com maior visibilidade aos problemas baseados em questão de género, provocando mudanças significativas na estrutura social, política, cultural e económica do país, influenciando novas práticas que vieram a contribuir para provocar novos modelos de relacionamento social e igualdade entre homens e mulheres. Nestes últimos 5 anos, a participação dos homens no ativismo de género, através de várias ONGs, vem aumentando e foi criada o Laço Branco Cabo Verde, constituído por um grupo de homens fortemente engajados na promoção da igualdade de género e abertos à discussão e sensibilização de outros homens e rapazes na luta contra a desigualdade de género em todas as suas manifestações, principalmente a violência baseada em género. As ONGs atuam nos espaços urbanos e rurais, tendo como grupo-alvo a camada feminina. Embora surgiram em contextos diferentes da história do país, foram marcados particularmente ao MCV e a Morabi por contextos sociopolíticos determinantes, nomeadamente com o processo independentista e a institucionalização do primeiro governo nacional e o processo de democratização do país. Com trajetórias diferentes, as suas áreas de atuação se entrecruzam, com tônica particular no processo de mudar o comportamento e a atuação da mulher cabo-verdiana, através de ações de desenvolvimento sociocomunitário, atividades geradoras de rendimento, educação, etc., como a principal estratégia do combate à pobreza e de mudanças nas relações de poder, tendo em conta o Fórum Econômico Mundial de 2005. Pois no que toca ao poder econômico das mulheres, em especial as mulheres chefes dos agregados familiares, ronda 40% dos agregados familiares no país. E é nesta perspectiva que especialistas feministas têm argumentado que grupos de mulheres são importantes para permitir que as mulheres aumentem seu controle sobre recursos e capacidades, bem como tomadas de decisão. Assim, políticas públicas e governamentais devem mudar de foco, ou seja, as questões de mulheres devem passar para questões de género, integrando ambos os sexos para o desenvolvimento mais equilibrado do país, pois as ONG e organizações internacionais como as Nações Unidas têm sido influentes na avaliação do Estatuto da Mulher e em fazer recomendações aos governos sobre como integrar estratégias de empoderamento para aliviar discriminação de género em todos os níveis. E os desafios e ganhos em relação às associações em Cabo Verde, em relação ao NCV, conseguiu vários centros de promoção feminina em todo o país, que trabalham com o empoderamento econômico das mulheres e o apoio às crianças do pré-escolar à terceira idade. A Morabi trabalha para que as mulheres, famílias monoparentais
cuidem dos filhos e garantem a sua sustentabilidade, acesso à saúde, efetiva participação das mulheres na política. Portanto, um trabalho não esquecendo também a autonomização financeira das mulheres e do microcrédito. A Associação de Cooperação Cabo-Verdiana e Espanha também tem tido um papel positivo. Centra-se no empoderamento das mulheres chefes de família através de cooperativas de produção de produtos de higiene, beleza, cosméticos, de artesanato e transformação de produtos. Verde Femme, também uma outra organização, tem feito um excelente trabalho a nível da saúde reprodutiva das mulheres e facilitando o acesso à saúde. Todas essas organizações trabalham com mulheres no meio urbano e rural, ajudando as necessidades de cada uma e obtendo assim o sustento da sua família. E Cabo Verde, não fugindo aos objetivos do milénio para o desenvolvimento sustentável, Cabo Verde aceitou o desafio lançado pela ONU e desde então tem vindo a consolidar, desenvolver e implementar um conjunto de ações e estratégias que lhe permite estar de uma forma confortável e em relação ao cumprimento dos OMDs e prevendo assim uma série de objetivos e metas a serem realizadas. E de acordo com o último relatório sobre os OMDs, essa assunção de desafios impõe a integração das metas e indicadoras da ODM nas políticas públicas nacionais, contextualizadas com o progresso de graduação dos países menos avançados e da adesão à Organização Mundial. Apenas vou mostrar os gráficos. Primeiro objetivo, erradicar a pobreza. Aqui podemos constatar que o número de pobres diminuiu, não é? Esta diminuição foi mais acentuada no meio urbano do que no meio rural. As desigualdades entre pobres também diminuíram nesse período. Em relação ao segundo objetivo, evolução da taxa de escolaridade de alfabetização, podemos ver que houve um aumento. O terceiro objetivo, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, nos mostram, não é, que há uma tendência do aumento em relação às mulheres. O quarto objetivo, reduzir a mortalidade infantil, também tem sido um ganho muito grande em relação a Cabo Verde, porque houve uma diminuição. Melhorar a saúde materna, isso também tem sido trabalhada pelas ONGs, o que nos satisfaz plenamente. Combater VIH-Sida e outras doenças, também há um esforço muito grande em relação aos planos de saúde com a colaboração das ONGs. O sétimo objetivo, assegurar um ambiente sustentável. Aqui nós podemos ver que a gestão ambiental é um dos maiores desafios de Cabo Verde, geograficamente situado numa zona sem condições climáticas. Disculpa, Dora, es que tenemos que cortar porque me están dando ya señales de que si no se nos va el tiempo, Dora. Solamente si para concluir. Venga, perfecto. Para concluir, diria que em Cabo Verde a promoção da igualdade de género tem ganhado acentuada visibilidade com resultados notáveis, tendo em conta o trabalho do governo com as políticas públicas implementadas, dos partidos políticos e das várias organizações da sociedade civil comprometidas com a igualdade de género e luta pela igualdade de género em todos os níveis sociais, para contrapor os indicadores do género que indicam que em várias áreas e setores as desigualdades pesam mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Assim, criando condições e mecanismos institucionais para assegurar a igualdade de género, em particular ênfase na promoção de empoderamento
das mulheres em todas as atividades, criando mecanismos de acesso a oportunidades iguais para homens e mulheres, contribuindo para a eliminação da discriminação com base do género e das mulheres em particular. A luta tem produzido efeitos, pois os ganhos das mulheres são visíveis em várias áreas, mas ainda existe a necessidade de promover a igualdade de género através da educação, formação, capacitação, preparação das mulheres e consciencializá-las para esta problemática, fazendo-as sentir livres, aptas para se envolver na participação do desenvolvimento da nossa sociedade. Hoje, mais do que nunca, é fundamental promover mudanças, transformações na estrutura social e influenciar novas práticas y assim todas nós ganharemos. Muito obrigada. Bueno, vale, pues vamos a acabar este panel. No vamos a poder tener debate, los tiempos los hemos acortado. Bueno, agradecerles a todas y a todos los que están aquí este fructífero debate y seguir perseverando a todas las mujeres para que entre todas hagamos de esta una sociedad mejor. Muchas gracias a todas.